Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La journée internationale des envois de fonds à la famille met à l'honneur la contribution financière de plus de 200 millions de travailleuses et travailleurs migrants qui envoient de l'argent à plus de 800 millions de personnes à travers le monde. D'ici 2030, ces flux financiers devraient dépasser les 5 000 milliards de dollars. Des flux financiers qui jouent un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté, l'éducation, les soins de santé, la promotion des petites entreprises, l'égalité des sexes, la croissance économique. Et justement, on va en parler ce soir avec Madame Marim Aziz Alaoui. Bonsoir, vous êtes responsable Maroc, mécanisme de financement pour l'envoi de fonds auprès du Fonds international pour le développement agricole. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci de m'accueillir en cette occasion spéciale. Justement, une occasion donc, qui est aujourd'hui importante. Et à cette occasion, le FIDA a organisé un événement pour célébrer justement cette journée internationale des envois de fonds à la famille. En quoi cette journée est particulièrement importante? Pourquoi faut-il la célébrer? Merci beaucoup et merci de commencer avec cette question-là. Effectivement, cette journée-là, c'est une journée qui a été instituée dans le cadre d'une résolution des Nations Unies en 2018 et le FIDA est mandaté pour la célébrer. Rabat a été une des villes où cette célébration a lieu. Donc maintenant, la thématique des transferts de fonds, elle n'est pas nouvelle pour le FIDA. Donc le FIDA, comme vous l'avez cité, c'est le Fonds international de développement agricole. C'est une agence spécialisée des Nations Unies, une institution financière qui travaille essentiellement via l'octroi de crédits et de subventions. Et l'idée de célébrer la journée internationale des envois de fonds ou des envois de fonds à la famille vient dans le sens de célébrer, de dire merci aux travailleurs migrants à travers le monde et qui, dans les envois de fonds, contribuent à l'amélioration des vies de leur famille au quotidien dans leur pays d'origine. Et à l'économie nationale, pour le Absolument. coup, de leur pays d'origine Absolument. également. Comment avez-vous vu évaluer justement ces transferts de fonds au fil des dernières années ? Alors, l'évolution, elle est là et c'est pas arrêté. Donc, si on prend le cas du Maroc pour cette dernière année, elle a même évolué de 4,4% par rapport à l'année dernière. On sait enfin, vous l'avez cité vous-même, le chiffre des 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est une somme non négligeable, bien évidemment. C'est au-delà du non négligeable. Ça peut même donner le tournis. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est le cumul d'un certain nombre de petites sommes que ces travailleurs migrants envoient à leur famille. Donc l'évolution, elle est là. Elle n'est pas prête de s'arrêter parce qu'on vise justement ce chiffre que je vais me permettre de répéter, des 5 000 milliards. Et encore une fois, la célébration de cette journée-là qui est un point d'étape pour justement s'arrêter et rendre hommage au sacrifice de ces migrants-là, mais aussi à leurs familles. Vous voyez, dans l'intitulé de la journée, c'est Journée internationale pour les envois de fonds à la famille, parce qu'on a d'un côté les migrants et de leur côté leur famille. Donc, et puis, il y a ce lien qui est mis en valeur, celui de la famille, le lien, justement, les valeurs de partage, les valeurs humaines. C'est ça qu'on essaie de mettre en valeur lors de ce genre d'événement, de manifestation pour célébrer. Absolument. C'est le cas parce que un migrant ou une famille, on ne va pas réduire ça à des statistiques ou à des chiffres. C'est des liens familiaux. Le travailleur migrant, quand il arrive de l'autre côté, la première des choses, ou le premier réflexe qu'il a à faire, c'est assurer, répondre en quelque sorte à un besoin de sa famille. Maintenant, les transferts de fonds, ce n'est pas uniquement, ils répondent pas uniquement aux besoins immédiats de la consommation. C'est-à-dire si on intervient, si on met en place les produits nécessaires, on peut contribuer à l'amélioration de l'investissement, de l'épargne et d'autres produits connexes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, aussi petites les sommes soient-elles, en tout cas une fois qu'elles sont cumulées, ça représente un volume qui est quand même important et non négligeable, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, comment vous pourriez décrire le rôle du FIDA justement dans cet accompagnement de ces transferts de fonds? Quel joue donc cette organisation internationale joue par rapport à cela?
Alors, écoutez, comme je vous ai dit, bon, la journée internationale a été instituée en 2018. Maintenant, le FIDA travaille sur la thématique depuis 2006, c'est-à-dire le mécanisme des envois de fonds ou les mécanismes de financement pour les envois de fonds. Il a été mis en place au sein du FIDA depuis 2006. C'est une facilité multi-bailleur. Pour le Maroc, par exemple, on travaille dans le cadre du programme Prime Africa qui est soutenu et cofinancé par l'Union européenne. Donc ce mécanisme-là, il a pour vocation comment dirais-je, de mettre en avant enfin, je vais peut-être préciser, c'est-à-dire on travaille aussi dans le cadre des objectifs du développement durable, notamment l'agenda 2030. Et parmi ces objectifs-là, l'idée c'est de réduire le coût de ces transferts-là à moins de 3%. Donc tout le travail qui est fait à travers ce mécanisme-là et à travers le FIDA et ses partenaires, c'est justement pour contribuer notamment à la réduction des fonds, pour optimiser, réduction du coût des transferts de nos fonds, pour optimiser l'impact de ces envois-là auprès des bénéficiaires finaux, à savoir les familles. Vous parlez justement de ce coût qu'on essaye en tout cas de redescendre en dessous de 3%. Aujourd'hui, il s'élève à combien à peu près ? La réduction des coûts est importante parce qu'encore une fois, je rappelle ce que j'ai dit au début, un des objectifs, c'est vraiment l'optimisation pour la maximisation, on va dire, des bénéfices de ces transferts auprès des récepteurs finaux ou des familles. Donc le coût joue un rôle. Je peux vous donner un exemple concret, c'est-à-dire pour une jeune femme rurale, dans une ruralité au Maroc, qui a reçu de l'argent de son mari, qui travaille dans un pays européen, ou même au niveau national, elle doit se déplacer. Elle n'a peut-être pas de point de proximité, donc elle a un trajet à faire qui peut lui coûter dans les 50 dirhams pour arriver au premier point, on va dire, financier, ou à premier service financier. Elle va recevoir ses 100 € ou 200 €. Donc c'est l'équivalent, on va dire, de 1000 dirhams. Et là, tout de suite, dans cette localité-là, elle sera amenée à payer ses factures d'eau, d'électricité, peut-être faire ses courses. Elle devra encore payer son trajet de retour. Donc ça lui fait déjà 100 dirhams qui sont partis. Au niveau du transfert en particulier, est-ce qu'il y a une somme qui est retranchée ? Justement, et donc le fait qu'elle se soit déplacée, c'est-à-dire c'est pas une, comment dirais-je, il y a un coût par rapport au transfert. Elle a peut-être retiré son argent cash, donc elle a perdu du temps, de l'argent parce qu'elle a payé son transfert et elle a payé un coût supplémentaire. Donc nous, le coût, on travaille sur les moyens qui peuvent contribuer à réduire ces coûts-là. La digitalisation en est un, la proximité des services financiers en est un. Pour revenir à votre question initiale, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est par rapport au coût. Bon, le Maroc, on est bon, mais il y a encore du chemin à faire. Pour un coût de transfert au Maroc, on est autour de 5,5%. Donc c'est un peu en dessous de la moyenne mondiale qui est autour de 6,2. Mais on voit qu'on a encore du chemin à faire pour réduire à moins de 3%. Et comment aller justement davantage vers cette digitalisation qui s'avère être la solution, en tout cas pour réduire ces coûts ? Quelles sont les mesures aujourd'hui mises en place de manière concrète pour digitaliser davantage les services et les transferts de fonds ? On va parler digitaliser davantage parce que, bon, je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a un changement de mentalité à mettre en place parce que c'est important de reciter et de mettre en avant les sommes qu'on a citées tout à l'heure. Donc c'est une contribution énorme au développement socio-économique des pays, on va dire, d'origine de ces migrants-là. La digitalisation contribue à la réduction des coûts et œuvre justement pour maximiser l'impact de ces envois de fonds. C'est-à-dire au sein du FIDA et notamment à travers l'approche portée par le mécanisme de financement des envois de fonds, il y a c'est une approche duale, c'est-à-dire c'est une approche duale qui se base sur un cycle, c'est-à-dire on a affaire à des crises, que ce soit des crises économiques ou de plus en plus des crises liées au changement climatique. Ici au Maroc,
les effets du changement climatique sont visibles. Hein, c'est pas le futur, on les vit. Donc ces crises-là vont occasionner de la migration, parce que les gens vont aller chercher un avenir meilleur. C'est pas une migration, comment dirais-je, voulue ou par choix. C'est souvent une migration qui est subie. Cette personne arrive dans un pays d'accueil, va commencer à travailler, va envoyer de l'argent pour soutenir sa famille. Sa famille va utiliser cet argent-là pour des besoins primaires, pour de la consommation. Et le cycle peut continuer. Ça, c'est dans le scénario, on ne fait rien. Si on intervient, c'est-à-dire on intervient notamment sur une amélioration de l'utilisation des services financiers, si on travaille sur des services financiers plus inclusifs, si on travaille aussi sur des produits d'investissement d'épargne, on va favoriser, on va dire, le financement d'activités génératrices de revenus, et on sait l'importance vitale de ces AGR, notamment dans le monde rural. Donc ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples d'initiatives qui ont été justement effectuées au Maroc pour cette inclusion financière ? Alors, il faut souligner qu'au Maroc, nous avons la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est un excellent pas, qui est porté aussi bien par le ministère de l'économie et des finances et le régulateur, la Banque centrale du Maroc, Banque El Maghreb. Et donc, cette stratégie nationale d'inclusion financière a permis, on va dire, d'accélérer et de mettre le cadre légal, réglementaire nécessaire pour favoriser l'inclusion du plus grand nombre. Maintenant, il reste encore du chemin à faire. L'intégration des transferts de fonds ou la prise en compte des transferts de fonds dans cette stratégie d'inclusion financière serait un accélérateur, voire un catalyseur. Vous avez vu, on a parlé du chiffre. Hein, le Maroc a reçu l'année dernière environ 11,5 milliards de dollars. Hein. Et donc, une partie de ces sommes-là vont vers le monde rural. J'ai parlé tout à l'heure par rapport à la proximité, hein, c'est-à-dire le point de service, la proximité des points de service financiers, elle est importante. Ça accélère, c'est un accélérateur de l'inclusion financière. Et le digital aussi est un accélérateur. Maintenant, comme j'ai dit, on est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière de prise en compte de ces transferts de fonds dans les développements sociaux et économiques. Et justement, en matière de digitalisation, est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour appeler davantage justement à l'utilisation de ces technologies qui peuvent être bénéfiques et qui peuvent optimiser, on va dire, ces transferts entre celui qui envoie l'argent et celui qui reçoit? Alors, je peux vous donner l'exemple d'un projet qu'on soutient dans le cadre du programme Prime Africa. Et le soutien est apporté à un opérateur du secteur privé en Europe pour adresser les Marocains résidant à l'étranger et favoriser la digitalisation des transferts vers leur famille ici au Maroc. Donc ce programme-là permet à ces Marocains du monde d'avoir accès à un service complet, à un compte, un compte de paiement. Ça leur permet une meilleure intégration dans leur pays d'accueil. Ça leur permet une facilitation, une digitalisation des transferts vers leur famille restée dans les pays. Et il y a, comment dirais-je, une incitation ou une prescription par rapport à leur famille pour une utilisation, on va dire, des services digitaux. Maintenant, il y a encore du travail à faire. Nous avons, je peux citer aussi, saluer le travail qui est en train d'être fait en partenariat entre différents partenaires et l'Agence de développement du digital. Nous-mêmes, en tant que FIDA, on travaille sur le lancement d'un nouveau projet qui comprend notamment la sensibilisation des personnes les plus vulnérables, notamment au milieu rural, par rapport à l'adoption des moyens digitaux. Vous nous avez principalement parlé du programme Prime Africa, actuellement, en tout cas en cours au Maroc. Est-ce qu'il y a d'autres programmes aujourd'hui ici au Maroc ?
déployés par le FIDA, justement? Alors, le FIDA intervient, comme j'ai dit, dans le développement du monde agricole. Oui, il y a d'autres programmes qui sont gérés comment dirais-je, par d'autres collègues qui travaillent spécifiquement et qui adressent directement le monde agricole. Mais je dois dire que la composante éducation financière est présente. Absolument. Dans les autres programmes. Absolument. Et que pouvez-vous nous dire de l'impact justement économique des envois de fonds sur les pays d'origine? Alors, l'impact économique, écoutez, je peux vous donner l'exemple comment dirais-je, d'un travailleur migrant qui va envoyer une certaine somme d'argent à son père agriculteur qui a une petite exploitation. Ces envois de fonds, s'ils sont bien adressés, s'il y a une sensibilisation, s'il y a un accompagnement pour leur utilisation, cet agriculteur-là de petite échelle aura la possibilité d'acheter, par exemple, des semences de meilleure qualité. Donc, ça va augmenter sa productivité et ça va augmenter ses revenus et de ce fait, ça va augmenter, ses conditions de vie. Il sera peut-être en mesure d'envoyer sa fille à l'école. Il sera peut-être en mesure de se doter de technologies qui vont lui faciliter son travail quotidien dans son exploitation agricole de petite ou moyenne échelle. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, concret, mais ça contribue à l'éducation, ça contribue aux soins de santé, ça contribue au lancement d'activités génératrices de revenus. Absolument. Ce qui contribue directement à l'économie nationale. Absolument, tout à fait. Et quels sont les principaux défis auxquels font face les personnes qui transfèrent justement, qui envoient des fonds? Je reviens toujours au projet que j'ai cité tout à l'heure. Enfin, parmi les principaux défis, ça peut être tout simplement, on va dire, l'accès à l'information. La barrière de la langue, ça peut être un frein à l'utilisation de ces moyens-là. La disponibilité de services qui correspondent aux besoins. C'est-à-dire, on n'a pas forcément des services qui correspondent à la vulnérabilité ou au cas de ces personnes-là. Parce qu'on peut avoir une vulnérabilité qui est liée à la migration, mais on a aussi une vulnérabilité qui est liée à la famille restée sur place. Donc, l'optimisation, un accompagnement. C'est-à-dire, il faut un accompagnement, il faut de la sensibilisation pour que ces migrants-là et l'information déjà, parce que c'est le premier point, l'information, construire la confiance et des cas d'usage, développer des cas d'usage. Un accompagnement et une sensibilisation qui se fait à travers les programmes du FIDA aujourd'hui. Absolument. Et qu'est-ce qu'on peut dire des attentes d'ici 2030? Vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai dit également en préambule, on s'attend à un chiffre qui est quand même important, 5 000 milliards de dollars de transfert de fonds. Quelles sont les perspectives d'ici 2030? Écoutez, les perspectives d'ici 2030, c'est une optimisation. Je reviens à la maximisation de l'impact de ces flux-là auprès des personnes, on va dire, qui sont concernées par la réception de ces fonds-là, de meilleurs services financiers, un meilleur coût, c'est-à-dire un meilleur coût qui va permettre une inclusion ou des services financiers plus inclusifs. Donc voilà, c'est ça les perspectives. Je peux résumer une maximisation, une optimisation de ces transferts de fonds auprès des familles les plus vulnérables, une meilleure prise en compte de ces chiffres et de cette contribution dans les projets, les programmes et les politiques de développement. Et cette réduction de coûts, est-ce que c'est un frein aujourd'hui au niveau de l'envoi? Écoutez, généralement, les études elles ont démontré qu'on fait l'envoi dans l'urgence. D'accord. Donc, quand on est dans l'urgence, on ne va pas faire attention ni au coût de transfert, ni au taux de change, ni aux moyens, on va dire, qui va permettre de maximiser, on va dire, l'utilisation ou l'usage de ces fonds-là par les familles. Donc, il y a une construction, il y a un changement de mentalité qu'il faut développer. L'éducation financière, elle est primordiale. J'allais dire, l'éducation au
aussi digitale, parce qu'on a affaire, bien sûr, à l'éducation. On a besoin d'éducation financière pour une meilleure compréhension et une meilleure confiance et développer aussi la confiance dans le système financier. Mais il y a aussi un besoin de sensibilisation par rapport à l'utilisation des services digitaux. Et quand il s'agit d'un envoi réfléchi, Absolument. il peut y avoir en tout cas des réticences ou des alternatives. Écoutez, quand on est dans l'envoi réfléchi, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, hein, cet accompagnement à la réflexion, cet accompagnement à choisir, c'est-à-dire le migrant ou la personne qui va envoyer de l'argent à sa famille, quand elle est accompagnée, c'est-à-dire qu'on va intervenir pour briser justement ce cycle comment dirais-je, d'envoi de fonds uniquement pour la consommation. Il y a une réflexion, il y a un recul qui est pris. Si moi je vais envoyer de l'argent à ma famille, là on est aux portes Eid al-Adha, hein, c'est une des périodes où il y a le plus d'envoi de fonds, que ce soit au niveau national ou international, parce que c'est une occasion familiale spéciale. Et ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas l'occasion d'être à côté de leurs proches pour fêter cet événement, on va dire, familial, justement, il remplace ça en quelque sorte par cet envoi de fonds. Donc globalement, nous, on reste sur une moyenne de $200 d'envoi par an, 10 à 12 fois par an. Donc, au Maroc. À l'international, mais c'est des chiffres qu'on retrouve ici au Maroc. Donc si je sais que je vais envoyer à une fréquence de temps par an, donc automatiquement, je vais réfléchir quels sont les moyens qui vont permettre de réduire ce coût-là. Et notamment pour maximiser que je sois sûre que ma mère au pays, que mon père, que ma sœur que j'aide pour ses études ou à qui je paye le loyer parce qu'elle est loin de la famille, de la famille, ou peut-être parce qu'elle est issue d'une zone rurale et elle a un transport à faire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire j'optimise mieux, et de l'autre côté aussi on gère de meilleure façon. D'où cet objectif de réduire en tout cas les Absolument. coûts à moins de 3%. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Madame Mariam Aziz Alaoui. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes responsable Maroc, mécanisme de financement pour l'envoi de fonds auprès du Fonds international pour le développement agricole. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, et je souhaite encore une fois une journée internationale des envois de fonds agréable pour tous les Marocains et travailleurs marocaines et aux familles ici au pays. Merci. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.